Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 4 de ce Tour d'Italie. Étape numéro 4 qui est le grand retour du Giro sur ces terres italiennes. On va aller du côté des Pouilles pour cette quatrième journée de compétition. On a fini avec l'Albanie, on attaque une nouvelle partie de l'épreuve avec ce retour en Italie et cette deuxième partie de première semaine après cette pause d'une journée, pause qui a servi à faire cette transition entre l'Albanie et l'Italie, notamment le transport des véhicules et le transport des coureurs. On y reviendra. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire, qui sont vos favoris, quelle est votre grosse cote du côté de cette étape. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également rajouter la petite cloche quand vous vous abonnez à la chaîne, comme ça vous êtes au courant des vidéos qui viennent de sortir. On commence tout de suite avec cette quatrième étape, un redémarrage en douceur, on va dire, du côté de ce Tour d'Italie, avec une étape plutôt plate, même très plate. Bon, dans les Pouilles c'est compliqué, dans cette zone-là, on va dire géographique, de trouver énormément de difficultés, avec une remise en route qui sera tranquille pour les coureurs qui ne seraient pas réveillés d'une journée de transfert. C'est toujours particulier les journées de transfert. À une époque, ça n'existait pas. Lors des premiers départs, je me souviens la première fois que le Tour d'Italie a été aux Pays-Bas notamment, ou en Irlande, il n'y avait pas cette journée de transition, c'est-à-dire qu'on avait 2 journées de repos, mais en fait la première journée de repos était au bout de 3 jours de course, et ce qui fait qu'ensuite on enchaînait pas mal d'étapes d'affilée. Le règlement a changé avec la possibilité désormais de partir un vendredi pour permettre d'avoir une journée de transfert. C'est pas vraiment une journée de repos, c'est une journée de transfert entre l'Albanie et l'Italie. C'est toujours particulier ces journées de transfert parce que c'est énormément de logistique. C'est une journée où les coureurs vont passer leur temps dans les transports. Alors parfois ils ont le temps de rouler un petit peu, tout dépend du temps de trajet en avion, parce que ce transfert-là va se faire en avion. Autant les véhicules vont passer par bateau, autant les coureurs normalement vont le faire en avion. Alors parfois on peut rouler, tout dépend combien de temps le trajet peut prendre. On essaye souvent de faire ça le matin, donc les coureurs vont se réveiller parfois un petit peu tôt pour pouvoir prendre l'avion vers 8h30, 9h, arriver en Italie à 11h, 11h30, arriver sur site, on va dire à l'hôtel de leur lieu de départ, peut-être aux alentours de midi et demi, 13h, manger un petit quelque chose et puis pouvoir rouler un petit peu l'après-midi, en sachant qu'il n'y a pas d'interview dans cette journée-là de transition, contrairement à une journée de repos classique où souvent on roule le matin et les après-midi sont prévus pour les interviews avec la presse. Là c'est différent, mais c'est toujours une journée assez chronométrée. C'est pas de la fatigue physique véritablement, mais c'est un peu de la fatigue mentale. Voilà, c'est une journée où on va un peu courir du côté des coureurs entre l'avion, le bus et voilà l'hôtel. C'est toujours un petit peu problématique, donc il faut essayer d'optimiser ça, de se préparer pour perdre le moins d'énergie possible, qui pourrait être bénéfique pour la 3e semaine. Mais là, normalement, je pense qu'en le temps d'avion va être assez court, donc on devrait pouvoir rouler 1h, 1h30 l'après-midi. Surtout qu'on n'est pas dans des endroits où il y a forcément des très grosses villes. On peut trouver des endroits un petit peu plus reculés pour pouvoir rouler plutôt en sécurité sans qu'il y ait trop de voitures. Et puis là on parle des coureurs, mais il faut aussi parler des mécanos, des assistants directeurs sportifs, des directeurs sportifs qui eux aussi font ce trajet-là et parfois ne peuvent pas le faire en avion, vont le faire dans le bus dans le bateau avec les véhicules. Et là aussi, ils sont partis
hier dans la soirée pour faire le trajet. Et là aussi, il peut y avoir un petit peu enfin avant-hier dans la soirée, donc il peut y avoir un petit peu de fatigue là aussi pour les mécanos. Et parfois, c'est compliqué aussi de réparer les vélos. On peut le faire parfois seulement en rentrant. Donc il faut gérer tout ça du côté des équipes et c'est un coût financier, hein, les départs à l'étranger, sauf que les organisateurs ne donnent pas plus d'argent. Voilà, là aussi il y a un vrai problème de redistribution des ressources dans le cyclisme. Oleg Tinkov en parlait déjà il y a une dizaine d'années. À l'époque on se moquait un peu de lui, mais avec les budgets qui ont triplé quasiment pour la plupart des équipes, aujourd'hui on a enfin qu'on fait deux fois voire x3 au niveau des budgets d'équipe. C'est vrai qu'on a des gros problèmes aujourd'hui pour récupérer de l'argent avec un coût qui a augmenté. Hein. Ce genre de départ à l'étranger, ça augmente forcément le coût en transport et en essence. Donc il faut le prendre en compte également du côté des coureurs et des équipes. Une étape numéro 4, pas vraiment passionnante, hein. On va pas se mentir, c'est une étape qui est assez plate, mais il va falloir rester concentré. Alors même si on n'est pas toujours le long de la mer, hein, il n'y a que sur une petite portion où on sera le long de la mer, souvent on sera un peu plus dans les terres, mais il faut toujours faire attention parce que c'est vraiment le type de journée piège, c'est le type de journée où allez, à un moment, on va pas faire hyper attention, on est un peu à l'arrière dans le peloton, et puis il y a un terre-plein central, il y a un panneau mal indiqué, et puis on se le prend et on abandonne la course. C'était arrivé à Landa, notamment sur un Giro. Ça arrive à d'autres. C'est toujours ce type d'étape où on sait que sur la dernière demi-heure, ça va être très nerveux, hein, sur les 20 derniers kilomètres. Ça va s'exciter, les coureurs vont être frais et il peut y avoir des grosses chutes. Donc, du côté des leaders, il faut faire très attention de ne pas se laisser déconcentrer. Il faudra faire attention au circuit final. Alors, c'est pas le plus technique au monde, on a vu pire, mais il y a quand même 2-3 passages où il faudra faire attention, notamment il y a un moment où on passe dans un petit tunnel sous un pont, et là on passe en dessous du pont et au-dessus du pont, mais quand on passera en dessous, ça sera un petit peu technique, mais on verra tout ça avec la carte. C'est une journée où un leader peut abandonner sur chute. Ou un leader, un coureur que l'on attend dans le top 10 peut abandonner sur chute. On a déjà eu Landa lors de la première étape. Mais là aussi, ça peut arriver parce que déconcentration, parce que parfois un parcours un petit peu plus technique. Dénivelé positif, alors moi j'ai 685 mètres. Il faut savoir que Pro Cycling Stats, entre le moment où j'ai pris les chiffres, c'était il y a 2 ou 3 semaines, c'était au moment du Tour des Alpes, et aujourd'hui, eh bien, il y a parfois des petites différences. Ils ont parfois ajusté ces chiffres-là. C'est l'étape en ligne la plus simple de ce Tour d'Italie. Voilà, c'est vraiment extrêmement plat et pas grand-chose à dire sur le parcours que l'on va regarder tout de suite. Donc on part de Alberobello pour aller à Lecce. Lecce, c'est une ville où on est souvent passé, hein, quand même sur les grandes courses italiennes dans les Pouilles. 189 km, on retrouve un kilométrage un peu plus habituel sur le Giro, même si à une époque, les étapes sur le plat dépassaient régulièrement les 200 km. Bon, les règles UCI ont un petit peu changé de ce côté-là, ce qui parfois peut être un petit peu regrettable parce qu'on a des grands tours de plus en plus courts. On parle donc de Alberobello et on arrive à Lecce avec une seule côte au programme, donc pas grand-chose à se mettre sous la dent du côté des baroudeurs avec cette montée de Putignano, 900 mètres à 6,1%. Et c'était vraiment pour mettre une bosse et un classement de la montagne sur le parcours. 2 sprints intermédiaires comme tous les jours à Polignano et à San Pancrazio Salentino. Ça sera au kilomètre 39 et au kilomètre 135. Donc au kilomètre 135, on sera à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée. Et puis le kilomètre Red Bull qui lui sera à 100 km de l'arrivée à Ostuni. 3 km 9 à 3,7 de moyenne en haut d'une bosse, mais vous voyez, hein, on est presque en dénivelé positif négatif sur le début de journée. Et ça reste extrêmement calme du côté de cette étape. On aura un gros tour et demi
de circuits à parcourir autour de Lecce et donc 2 passages sur la ligne d'arrivée, ce qui permettra de prendre des repères pour les coureurs. Pas grand chose d'autre à dire sur le parcours. Au niveau technique, une première partie d'étape où il faudra faire un petit peu attention. Là, on va prendre la carte même plus détaillée rapidement. Sur la première partie d'étape, donc jusqu'au sprint intermédiaire, au premier sprint intermédiaire, on est souvent sur des routes qui sont parfois pas extrêmement larges. Après, le revêtement est correct. Puis normalement, il ne devrait pas y avoir d'animaux sur le bord de la route ou trop d'animaux errants comme on a vu du côté de l'Albanie. Et puis ensuite, on sera sur des routes assez larges, sur des sortes de nationales pour aller du côté de Lecce. On contournera juste Brindisi du côté des grandes villes. Mais ouais, on sera sur des très très belles routes du côté de cette étape avant d'arriver donc à Lecce. Avec ce circuit, donc dans Lecce, comme vous pouvez le voir, donc l'entrée du circuit qui se fera ici, donc juste après la ligne d'arrivée, en gros, de cette étape. Et on aura donc quasiment 2 tours sur ce parcours de 11 km 9, 2 passages techniques. Le premier, il est à 7-8 km de l'arrivée, donc avec le passage sous le pont, où là on voit que ça va être resserré, et sur la carte c'est vraiment resserré, sur Velo Viewer, j'ai regardé, ça se resserre vraiment. Et pour moi, le deuxième passage technique, il est ici, donc juste avant la flamme rouge. En fait, on va contourner une place, sauf qu'il faut faire très attention ici, donc vraiment lors du premier virage, parce qu'on a une sorte de terre-plein central, mais c'est ce qu'on voit souvent en Italie, c'est-à-dire que le terre-plein central n'est pas vraiment surélevé, on a juste les panneaux. On se souvient l'an dernier, la Israël qui était tombée de cette manière-là, il y avait eu 3 ou 4 Israël qui étaient tombés sur l'étape 2 ou 3. En début de Giro, dans cette même situation, c'est des panneaux qui sont plantés dans le goudron. Et en gros, il n'y a pas véritablement de terre-plein. Donc c'est souvent très dangereux ce genre de zone, et souvent la police italienne et Carabinieri et l'organisation n'arrivent pas véritablement à très bien gérer ce genre de situation, donc il faudra faire attention. Et puis un dernier virage qui est en fait un rond-point, c'est-à-dire qu'on prend la première sortie sur la gauche du rond-point, et là on est à 300-400 mètres de l'arrivée, mais vraiment cet endroit-là, il faudra faire attention du côté des coureurs, parce que bon, les chutes pourraient être importantes à cet endroit-là du parcours. Sinon, pas grand-chose d'autre à dire sur ce circuit autour de Lecce. Les routes n'ont pas l'air d'être horribles, donc voilà, faire attention vraiment dans cette portion. On regarde la météo, pas de souci du côté de la météo, avec un vent qui va être pas suffisamment fort, parce que c'est vrai qu'à partir dans cette zone-là, c'est très dégagé dans cette zone-là, mais je pense qu'on n'aura pas suffisamment de vent, avec un vent de nord entre 15 et 30 km/h, donc il va plutôt taper comme ça, le vent de nord, plutôt comme ça, mais qui ne sera pas suffisant, je pense, entre 15 et 30 km/h pour faire des bordures. Et puis au niveau du temps, eh bien, grand soleil au départ, et puis entre 70 et 40 km de l'arrivée, on aura des gros nuages, mais pas de pluie. Les risques de pluie sont extrêmement faibles, inférieurs à 20%. Et au niveau de la température, entre 20 et 23 degrés attendus pour les coureurs. Donc faire attention, voilà, avec ce vent qui sera un petit peu comme ça, qui devrait pousser les coureurs jusqu'à l'arrivée du côté de Lecce. Donc pas vraiment de soucis du côté de la météo. Eh bien, on passe à l'histoire du Tour d'Italie, et aujourd'hui on va revenir sur une étape de ce Tour d'Italie qui est arrivé à Lecce. C'était un grand départ de Tour d'Italie en 2003, et on partait
avec un départ en ligne, ce qui n'était pas habituel à l'époque d'avoir un départ en ligne sur les grands tours. On avait très souvent des prologues, ce qui n'existe plus sur les grands tours et ce qu'on a assez peu à part sur le Tour de Romandie. On avait des prologues souvent assez courts et puis on avait ensuite une première étape mais avec un classement général qui avait été donné déjà par le prologue. Et là, on partait avec une étape en ligne autour de Lecce, avec un petit circuit dans le final. Alors, une étape en ligne où on va pas se mentir, qui n'avait pas été extrêmement passionnante. On faisait un tour dans la botte italienne. C'était ça l'idée de cette première étape, et une étape où les 3 premières heures de course avaient été extrêmement lentes, 35 km/h et pas véritablement d'échappée. Alors l'échappée sera constituée de 2 coureurs, elle prendra à peine 1 minute 30 d'avance, donc autant vous dire aucune chance qu'elle aille au bout. Et puis ensuite on aura un énorme travail de l'équipe de Mario Cipollini à l'époque, qui était champion du monde. Le gros travail il était encore champion du monde, Cipollini. J'ai toujours un doute. Zolder, c'était 2000... Non, c'était 2001, Zolder. Non, c'était 2002. Donc, il était champion du monde encore. J'ai toujours eu un doute avec Cipollini. Le jour où Laurent Jalabert a pris sa retraite. Et Mario Cipollini, donc, il faisait travailler la Domina Vacanze avec la bagarre derrière pour prendre sa roue, que ça soit Furlan du côté des Italiens, ou McEwen et Graham Brown du côté des Australiens qui essayaient de prendre la roue de Cipollini. Et en fait, Petacchi et ses équipiers de la Fassa Bortolo, notamment Marco Velo, qui vont réussir à le placer parfaitement, mais dans le dernier kilomètre, et Petacchi va donc surprendre Mario Cipollini. C'était la première victoire sur le Giro de la carrière de Mario Cipollini. S'en suivront 22 autres, notamment le Giro 2004 où il va enchaîner les résultats à la Fassa Bortolo sur le Giro 2004, où il va enchaîner les victoires sur cette épreuve. Année où il avait participé aux 3 grands tours, où il avait abandonné sur le Tour de France, et il avait pris à la fois des victoires sur le Tour d'Italie et sur le Tour d'Espagne, ce qui était assez récurrent du côté des sprinteurs dans les années 2000, d'enchaîner plusieurs grands tours. Il l'avait fait même l'année d'avant, en 2003, où il va remporter des étapes sur les 3 grands tours cette année-là, que ça soit sur le Tour de France, le Tour d'Italie ou le Tour d'Espagne. Mais voilà, c'est un coureur, on en avait déjà parlé de Petacchi dans des vidéos précédentes, pris par la patrouille avec LRP Breaks, je crois, pendant un court moment, et puis dans la période Milram LRP Breaks, où il va être suspendu, et puis passer donc notamment par la Fassa Bortolo, par Milram, par la LRP Breaks, c'est pas sa meilleure période, la Lamprey, où c'est là où il remportera son classement de meilleur sprinter du Tour de France. Et puis il est passé un court moment par Quick Step, mais vraiment un court moment, sans forcément avoir de grands résultats, je crois, chez Quick Step. Et puis ensuite il finira sa carrière dans l'équipe Soutis, qui était en fait l'ancêtre de Villiers, Triestina. Du côté des étapes qui sont arrivées à Lecce, ou qui sont parties depuis Alboré, donc les étapes qui sont arrivées déjà à Lecce. Eh bien, on a Cipollini, vainqueur en 98 d'une étape du Tour d'Italie. Et puis on a Yvon Bertin, également un Français, qui avait remporté la 12e étape du Tour du Giro 1980, ce qui reste la plus belle victoire de sa carrière. À l'époque, il était dans l'équipe Renault, dans la régie Renault, coureur qui arrêtera sa carrière en 84, sans forcément avoir réussi à faire beaucoup mieux. S'il fera 2e de Paris-Roubaix en 82, à l'époque où il avait rejoint la team Coupe Mercier Mavic. Et puis du côté de Albero Bello, on se souviendra
de la victoire d'un tout nouveau retraité. Caleb Ewan, c'était lors de l'étape 7 du Giro d'Italie 2017, où il avait battu Gaviria, Sam Bennett, André Greipel sur une étape qui était un petit peu plus vallonnée, l'étape de 224 km, Caleb Ewan qui a pris sa retraite il y a quelques jours, voilà, le 5 mai, le 6 mai dernier. Voilà, il a pris sa retraite après 2 victoires dans cette année 2025 sur le Tour du Pays Basque ou sur la semaine internationale Coppi-Bartali, où il avait dit voilà, il ne prenait plus de plaisir à s'imposer. Retraite à seulement 30 ans, mais encore une fois, un coureur qui a commencé assez jeune, comme toute cette génération, Sagan et autres, ou Tom Dumoulin, et qui ont tendance quand même à prendre leur retraite assez tôt. On passe aux cyclistes du jour, et aujourd'hui, pour le cycliste, eh bien, on va parler d'un coureur italien peut-être un petit peu méconnu, Elio Aggiano, né à Brindisi, donc à côté de Lecce, la grande ville à côté de Lecce, coureur cycliste qui est passé lui aussi par la LPR Breaks, ou pour la Mapei dans sa carrière, vainqueur de 2 challenges de Majorque, le Trofeo Calvia et un Trofeo qui n'existe plus, le Cala Rattiada Calamidor, c'était en 98, vainqueur également d'étapes sur le Tour du Poitou-Charentes ou sur le Giro del Trentino, donc l'ancien Tour des Alpes. 10 participations à des grands tours, 5 Giro notamment dans sa carrière. Meilleur résultat sur une étape, c'était 5e en 2000. Et c'est assez rare, mais il faut le signaler, il est passé par la Mapei, mais sans forcément avoir de grands résultats dans cette formation. Voilà, c'était un coureur plutôt équipier, voilà, du côté donc de Elio Aggiano, donc né à Brindisi. Voilà, du côté de l'histoire, on va dire, de cette étape. Stratégie, je pense que pour cette journée, on aura une échappée assez modeste. Je pense 2-3 coureurs, mais je vois pas 10 mecs sortir dans l'échappée. Et puis ensuite, on va s'ennuyer. Et puis on va attendre la dernière heure de course pour avoir un petit peu d'animation. Et notamment les 20 derniers kilomètres, je dirais les 10 derniers kilomètres avant l'entrée sur le circuit et puis autour de Lecce, qui je pense vont être assez animés et tendus. Et c'est une étape pour les sprinteurs qui aiment frotter, qui aiment un peu la guerre, il faut le dire aussi. Donc là, ça risque d'être assez costaud au niveau de cette étape. Mes favoris pour cette journée, j'ai mis Olaf Koy. Il sait toujours bien se débrouiller, Olaf Koy, même quand il n'a pas un train exceptionnel. Donc je me dis, là, avec quand même quelques coureurs intéressants autour de lui, ça peut vraiment bien le faire. Mats Pedersen, j'ai bien aimé son sprint de l'étape 3 à Mats Pedersen. Autant j'avais pas vraiment aimé ses sprints depuis le début de saison, autant celui de l'étape 3, je l'ai trouvé très intéressant, très puissant, même s'il est parti de loin. Donc il faudra s'en méfier. Et puis je tente déjà une grosse cote avec Paul Magnier. Parce que voilà, si ça frotte fort, je ne sais pas comment il va s'en sortir, mais avec une Soudal Quick-Step qui n'a plus vraiment le leader, il peut être très bien entouré. Et puis en grosse cote, j'ai mis Matteo Moschetti, le coureur de la Q36.5. Mais voilà, il faudra faire attention avec les sprinteurs qui aiment jouer des coudes, et il y en a quelques-uns dans le peloton. Du côté du programme télé, départ à 13h05, le sprint intermédiaire, le premier, à 150 km de l'arrivée entre 13h52 et 13h56. Le kilomètre Red Bull à 84 km de l'arrivée entre 14h50 et 15h. Le deuxième sprint intermédiaire, donc à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée entre 15h55 et 16h10. Une arrivée prévue entre 17h01 et 17h23. Toujours sur Eurosport et sur Max pour avoir les images de ce Tour d'Italie. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!